Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Pura Vida à propos du Costa Rica. J'en avais enregistré un en février et donc je le poste maintenant et en même temps je poste aussi la suite parce que juste après avoir enregistré le premier épisode, j'ai commencé à avoir d'autres idées et je me suis dit que je sortirais les deux en même temps. Donc le premier épisode, je l'avais enregistré avant la fin des mesures Covid. Donc prenez note que depuis en fait le mois d'avril, il n'y a plus besoin du Pass de Salud, qui est un document à remplir sur le site officiel du gouvernement du Costa Rica, qui dit qu'on est en bonne santé et qu'on n'a pas de symptômes pour pouvoir voyager, et ainsi qu'une assurance Covid. Donc ça, il n'y en a plus besoin pour venir dans le pays. Et les masques, depuis le mois de mai, ne sont plus obligatoires. Ça a quand même duré super longtemps parce que les masques en France ont été enlevés avant les masques au Costa Rica. Donc j'ai trouvé un petit peu le temps long. Non pas qu'on les mette très souvent parce qu'on va rarement au supermarché, mais j'ai trouvé quand même que c'était long de les voir s'en aller. Je suis aussi surprise de voir qu'il y a encore plein d'endroits où ils les portent, mais je crois que c'est un peu la même chose en Europe. Je suis allée à la banque la semaine dernière, il y a encore des masques. Dans certaines boutiques, il y a encore des masques. Et je vois certains chauffeurs de taxi encore porter des masques, ce que je trouve bien sûr aberrant pour l'oxygénation de leur cerveau alors qu'ils conduisent. Mais vous connaissez mon avis. Je continue donc avec ce deuxième épisode Costa Rica avec des questions en plus que j'avais reçues et des additions que je voulais faire. D'abord, est-ce qu'on peut s'en sortir sans parler espagnol ? Ça, c'est une très bonne question. Je suis la preuve vivante que oui. Alors, pas complètement, parce qu'en fait, je comprends l'espagnol. Il y a des années de ça, il y a plus de 10 ans, j'avais un amoureux franco-péruvien et quand on voyait sa famille parlait beaucoup en espagnol, donc ça m'a beaucoup exercé l'oreille et j'avais fait 1 an d'espagnol à cette époque-là. Et donc, l'espagnol est devenu quelque chose d'assez évident pour moi dans le sens où voilà, je comprends une partie des choses qui sont dites, mais j'ai du mal à le parler. J'avais pris des cours l'année dernière et j'ai pas repris encore cette année, mais j'aimerais bien reprendre. Donc je comprends un petit peu, je le parle très peu et je m'en sors très bien. Voilà, donc j'ai pas de plainte. Parfois j'utilise mon téléphone pour pouvoir traduire des choses, mais globalement on s'en sort, c'est ok. Mais c'est dans le pipe de devenir meilleur. Ensuite, quelqu'un m'a demandé comment trouver des logements. Nous, on a trouvé tous nos logements sur Airbnb. Et après, on a négocié quand on reste longtemps. J'ai écrit aux propriétaires sur Airbnb et je leur ai demandé si on pouvait discuter ensemble, si éventuellement on pouvait même venir visiter la maison. Et après, on fait des négociations quand ça dure longtemps. Si on reste pas 3 semaines, mais si on reste 3 mois ou 6 mois, on va négocier un prix qui est plus avantageux pour nous. Et eux, ça leur permet d'arrêter de changer en fait les locataires. C'est vrai que c'est beaucoup de travail d'accueillir des nouveaux locataires, de répondre à leurs besoins, etc. Et quand il y a des gens qui restent longtemps, pour eux c'est plus facile. Et aussi, là on s'en rend compte dans la maison qu'on a louée. Je pense qu'elle n'aurait pas été pleine, elle n'aurait pas été remplie tout le temps. Et pour eux, c'est quand même vachement sécurisant d'avoir des gens dans la maison parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de vandalisme, pas de vol, etc. parce qu'elle est habitée. Donc il y a personne qui va venir visiter cette maison vide si les gens s'aperçoivent qu'elle est vide pendant longtemps. Et aussi, on peut se rendre compte quand il y a des petits problèmes. Et ça, ils apprécient beaucoup. Par exemple, on a eu des fuites sur le toit. Et si personne n'avait vécu ici pendant plusieurs semaines, ils seraient rentrés et il y aurait eu en fait beaucoup d'eau qui serait tombée sur le plancher. Donc, non seulement le toit, mais peut-être aussi le plancher à remplacer. Donc, ils apprécient que les maisons soient habitées. Donc, on peut mieux négocier les prix quand on reste longtemps. Je note aussi que suivant là où on habite, il y a plus ou moins de coupures d'électricité. Nous, dans la maison où on habite actuellement, il y en a quand même régulièrement. Elles durent pas forcément très longtemps,
mais c'est à noter quand on travaille en ligne et qu'on a des choses à délivrer en ligne et que c'est important. Moi, je vois pour ma formation Coach from the Heart qui va recommencer là au mois de septembre, j'ai pas tellement envie de l'enseigner dans cette maison, donc on va déménager juste quelques jours avant la formation en septembre pour pouvoir aller dans les condos où on était avant, donc des appartements où il y a des générateurs, où l'électricité revient beaucoup plus vite même s'il y a une petite coupure, donc ça va être beaucoup plus facile à gérer. Parce que même si on a, nous, une petite batterie qui nous permet de garder le modem allumé, c'est pas 100% fiable. Et le modem peut seulement, la petite batterie peut seulement nous soutenir pendant quelques temps et pas une demi-journée ou une journée entière. Donc c'est aussi à prendre en compte quand on travaille en ligne. Et je sais que nombre d'entre vous ont aussi envie de travailler en ligne. Donc ça, c'est pour l'électricité. Ensuite, j'ai une question sur les soins de santé. Est-ce qu'on est bien soigné ici? Comment ça se passe au niveau des hôpitaux, etc. Moi, j'en ai entendu que du bien. J'ai entendu que les services ici sont vraiment super. Donc, je touche du bois, j'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital jusqu'à maintenant. Par contre, je suis allée chez le dentiste. Donc, j'ai eu beaucoup de soins dentaires en janvier-février. Et pour moi, c'était une épreuve parce que c'était vraiment le dentiste, c'est un truc qui me fait flipper. J'avais des couronnes à remplacer, etc. Je suis allée chez un dentiste là à Uvita et il était hyper avancé. En termes de technologie et tout, il était très très avancé. Trop avancé pour moi parce que c'est pas ce que je recherchais. C'est-à-dire qu'il voulait me faire des trucs, nouvelles technologies, implants, machin, truc. Il m'a fait un devis hyper cher. Et puis, je lui ai dit, écoutez, moi, je suis pas prête pour ça. Hein. Il voulait me filer du Valium parce que ça me mettait en stress. Et après, j'ai trouvé une dentiste holistique qui s'était formée aux États-Unis, une costaricaine. Et ça s'est hyper bien passé. Elle a remplacé mes couronnes. Elle s'est super bien occupée de moi. Elle était un petit peu plus loin, mais ça valait carrément le coup. Donc, vous voyez, j'ai trouvé soit un dentiste high-tech qui était super avancé. Je sais plus de quel pays il venait en Amérique latine, mais il était pas d'ici, mais il était d'un pays plus du sud. Et elle, en fait, qui était juste extraordinaire. Elle est géniale, cette femme. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Je connais des gens qui se sont fait opérer ici aussi, pour qui ça s'est super bien passé. J'ai rencontré des Américains aussi qui disent qu'ils viennent faire des soins de santé ici. Donc, c'est un bon service et c'est moins cher qu'aux États-Unis parce que forcément, les États-Unis, c'est très, très cher en termes de soins de santé. Et voilà. Et avec une assurance, suivant ce qui vous arrive, si c'est un accident, si c'est une maladie, vous êtes remboursé. Et pour pouvoir obtenir la sécurité sociale, il faut avoir la résidence. Et pour avoir la résidence, il faut donner les papiers et ça dure un certain temps. Donc nous, on n'a pas encore la sécurité sociale, mais au bout d'un moment, on l'aura. Et pour l'instant, on a des assurances privées. Voilà. À propos des centres de soins, donc il y en a beaucoup ici. Il y a beaucoup de centres de soins, de centres de retraite, de centres où on peut faire des détox, prendre soin de soi. Donc j'en ai pas visité énormément, mais il y en a un où je suis allée, c'était hyper beau il y a quelques mois. Ça s'appelle The Retreat, la retraite. Et d'ailleurs, quand je dis aux gens I'm going to the retreat, ils me regardent, ils disent oui, mais laquelle? The Retreat, celle-ci. Donc c'est drôle qu'il l'ait appelé comme ça. Et donc c'est près de la capitale, c'est à l'ouest de la capitale, et j'y vais fin juin pour prendre soin de moi, me coucouner. D'ailleurs, je pense que cet épisode sortira pendant que j'y serai, et donc il sera programmé, et moi j'aurai pas besoin d'appuyer sur le bouton, et je serai en train de me faire chouchouter. Et voilà, donc il y a beaucoup d'endroits comme ça. Je pense que c'est un pays qui est très propice à se nourrir, à se régénérer, à prendre soin de soi. Et j'aimerais bien aussi faire des retraites et vous accueillir ici. Voyons ce qui se passe dans les mois qui viennent, avec les mesures dans le monde. Mais j'aimerais beaucoup prévoir quelque chose et vous accueillir ici si vous avez envie de faire une retraite from the heart. À suivre. Ensuite, une autre chose que j'ai notée, c'est la difficulté de se faire livrer des choses. Donc, c'est pas seulement en termes d'adresse, parce que y a pas d'adresse en fait ici, pas vraiment d'adresse. Ils vont dire c'est sur la grande route, la maison bleue avec le toit jaune, après la gas station. Voilà, c'est pas facile de donner une vraie adresse qui soit fiable. Donc, on peut se faire livrer des choses dans des points pas des postes parce que c'est plutôt privé, mais des points infos, genre dans les petites villes, etc. Par contre, il y a beaucoup de douanes qui sont lourdes et compliquées. Donc, si c'est un ami qui vous envoie un colis, comme par exemple Julia Simon, elle m'a envoyé un colis en février, il est toujours pas arrivé.
j'enregistre cet épisode début juin. Et dedans, il y avait une brosse à dents électrique. Et donc, le colis est bloqué en douane. Et donc, j'ai répondu plusieurs fois à leurs messages, à leurs questions. Et j'ai dû payer des frais de douane. Et je l'attends toujours. Mais a priori, c'est en cours, mais je l'attends toujours. Julia, qui est venue au mois de mai, elle aurait mieux fait de me l'emmener, mais je le savais pas à l'époque. Ensuite, j'ai commandé un truc aussi, à peu près à la même période, en février, sur un site américain. C'était un colis de compléments alimentaires, etc. Et j'ai mis beaucoup de temps à avoir une réponse de la part des douanes. Donc, au mois d'avril, j'ai eu une demande de leur part de remplir des papiers. Et en fait, le colis, il valait, je crois, $500. Donc, il y avait beaucoup de choses. Et j'ai dû payer $300 de douane et remplir des papiers compliqués qui expliquent pourquoi je veux chaque truc que j'ai commandé. Et il y avait un truc hallucinant. Ils m'ont dit, pour les probiotiques, il faut une lettre d'un médecin. Et donc là, j'ai dit non, quoi. Enfin, je me suis auto-fait une lettre en tant que naturopathe en disant les probiotiques, il n'y a pas besoin que ce soit donné par un médecin, c'est de la médecine préventive et tout le monde peut les prendre et c'est en accès libre en fait. Et donc j'ai trouvé ça hyper lourd comme process. Donc, vous imaginez éprouver pourquoi vous achetez du coton bio pour vous essuyer le visage, pourquoi vous achetez de l'eau de rose, pourquoi vous achetez ci, pourquoi vous achetez ça. J'ai trouvé ça incroyable. Mais c'est fait, ce colis-là est arrivé, mais il a mis 3 mois et demi, 4 mois. Et j'ai payé des frais de douane hallucinants. Donc c'est à noter. Quand on habitait à Santa Teresa, on avait trouvé une parade parce que à Santa Teresa, il y avait une petite entreprise qui s'appelle Santa Teresa Logistics et on pouvait faire livrer des choses à Miami, aux États-Unis, et 2 fois par mois, il y avait un camion qui descendait à Santa Teresa et qui emmenait les colis. Et donc là aussi, il y avait un surcoût, mais c'était moins cher que la douane classique. Et c'était hyper pratique parce qu'ils s'occupent de tous les papiers, ils peuvent traverser la frontière, il n'y a pas de problème. Et ils nous amenaient ça en main propre. Donc c'était plus court et plus fiable et moins stressant et moins cher. Mais ça, il n'y en a pas partout. Ici, on l'a pas dans la région où on habite. Donc ça, c'est à noter aussi. C'est quelque chose. Moi, il n'y a pas beaucoup de choses qui me manquent ici parce que je suis vraiment bien en fait. Il y a la nature, c'est paisible, je me sens à l'aise, les gens et tout. Mais c'est vrai que parfois, j'aimerais avoir accès à certains produits qui sont pas accessibles ici et les faire venir, c'est compliqué. Donc là, Christian est en Europe. Je peux vous dire qu'il va revenir avec un très gros sac. Voilà comment ça se passe. Et j'ai assez de nocciolata. Merci Julia qui est venue me rendre visite et qui m'a apporté l'équivalent du Nutella bio et sans lait, délicieux, ça s'appelle nocciolata et je suis fan, donc maintenant j'en ai plusieurs à la maison. Voilà, alors le point suivant, j'ai eu l'occasion de prendre ici des vols intérieurs. Donc j'avais partagé dans le premier épisode que c'est pas forcément facile de se déplacer d'un endroit à l'autre dans le Costa Rica parce que les distances sont assez longues, parce que les routes sont pas forcément très faciles. Mais il y a des vols intérieurs qu'on peut prendre. Donc, par exemple, moi, de Uvita à San José, la capitale, je peux prendre un vol qui dure 20 minutes. Et avec ce vol, je survole le Costa Rica. C'est juste hyper beau. Et c'est beaucoup plus court, c'est moins cher qu'un taxi, c'est très pratique. Il faut juste pas avoir trop de valises parce que voilà, il y a un maximum, comme c'est un tout petit avion. Et il faut pas être flippette de voyager dans un tout petit avion et de vivre cette expérience-là, mais j'ai trouvé que c'était vraiment génial, donc je pense que je le referai bientôt. Point suivant, certains endroits du Costa Rica sont appelés Blue Zone. Blue Zone, c'est la zone bleue, et donc il y en a plusieurs dans le monde. Les zones bleues, c'est des endroits où les gens vivent plus longtemps que le reste des humains dans le monde. Et donc ça, il y en a plusieurs. Et alors, les Blue Zones, c'est difficile de dire exactement pourquoi les gens vivent plus longtemps ici. Je pense que c'est un mélange d'état d'esprit, de la nature, de ce qu'ils mangent, du sol sur lequel ils marchent, de l'air qu'ils respirent, de tout ça. Et donc, c'est très agréable aussi de pouvoir aller dans ces zones-là et de se dire que peut-être on rallonge notre durée de vie parce que on est dans des Blue Zones. Et ça, c'est cool. Justement, ici j'ai noté qu'il y avait beaucoup moins de pollution en termes de plastique, aussi qu'il y en avait beaucoup moins. Il n'y a pas de chemtrail, il n'y a pas les chemtrails, donc on y croit, on n'y croit pas, moi j'y crois, qu'on nous balance des cochonneries par les avions et en fait c'est certainement un moyen de contrôler le temps, le climat.
et de contrôler plein de choses et en même temps d'empoisonner la population. Et ici, j'en vois pas. Donc, il n'y a pas d'avion qui passe au-dessus de nous, là où on habite. Et j'ai jamais vu de chemtrail, même dans les endroits où il y avait des avions qui passaient au-dessus de nous. Jamais ces traces blanches sur le ciel. Et c'est quand même chouette de se dire qu'on ne se fait pas empoisonner tous les jours. En tout cas, pas par ce biais-là. Ensuite, l'eau du robinet, je la trouve propre en fait, elle est clean et elle est moins dure, elle est moins chimiquement traitée qu'en Europe. Par exemple, quand on habitait à Berlin, toutes mes affaires étaient blanches par la machine à laver. Quand on ouvrait le lave-vaisselle, c'était blanc calcaire. Ma peau était hyper sèche. Je trouvais que c'était vraiment hyper dur de vivre à Berlin. Et en France aussi, à Paris, j'avais vécu un petit peu ça. Ici, c'est pas du tout le cas. Donc, elle est traitée, mais elle n'est pas surtraitée. Et il y a une eau propre. Si vous habitez en ville, donc nous, on est près de la ville, donc on bénéficie de l'eau de la ville. Elle est relativement clean et il n'y a pas de fluor. Et on la filtre après dans le filtre Berkey qu'on a, un filtre de voyage. Et en plus, on réinforme l'eau après l'avoir filtrée sur des CEF, quintessence. Voilà comment on fait pour l'eau. Sinon, un truc que j'ai noté, c'est le sel. Donc le sel, dans les restaurants, il a du fluor. Donc ça veut dire que quand vous allez manger au resto, ils ont salé avec du sel au fluor. Donc ça, c'est un truc à noter quand même. Et quand vous allez au supermarché normal, c'est que du sel avec du fluor que vous trouvez pour acheter. Après, sur les marchés locaux et tout ça, vous trouvez d'autres sortes de sel, du sel d'Himalaya, vous savez, le sel rose, et puis d'autres sortes de sel. J'ai pas trouvé ici un truc que moi j'adore en Europe, c'est le sel mélangé avec des légumes. Vous savez, le Herbalmar, je crois. Et donc, Julia m'en a rapporté, je pense que Christian va en apporter aussi. C'est un truc que je trouve super parce que le sel est sain, plus on va le couper avec des légumes et donc on va saler moins. Et ça me paraît tellement évident en fait de faire ces trucs-là et j'en ai pas trouvé ici. Ensuite, question j'avais reçue sur qui j'ai rencontré, quel type de profil en fait je rencontre ici, les gens qu'on rencontre au quotidien et tout. Alors, un petit peu de touristes que j'ai rencontrés surtout à la saison haute, des touristes américains ou des touristes canadiens, et plutôt un profil de retraités. C'est marrant, hein. Donc il y a pas mal de retraités ici, très sympa, mais ici, il y a une population plus âgée. Il y a quelques digital nomades, mais j'en ai pas rencontré tant que ça, je trouve. Il y a aussi pas mal de gens qui sont adeptes de la slow life, qui sont là. Et j'ai trouvé pas mal de gens qui ont réussi dans la finance, des investisseurs, des gens qui ont des business, etc. Et je pense que c'est normal, comme le pays est assez cher, je pense que c'est normal de voir un peu ce profil-là. Et de plus en plus, comme là j'ai un petit peu plus participé à des événements, des choses comme ça, j'ai rencontré plus de communautés conscientes, des événements, des concerts, des ecstatic dance, des choses comme ça. Et dans ce sens, ça m'a fait un petit peu penser à la vie que j'avais à Koh Phangan ou à Bali. Et donc, ça me fait du bien aussi de reconnecter un petit peu avec cette énergie-là, qui m'avait manqué quand même depuis 2 ans. J'avais pas vécu ça. Donc, c'est chouette. C'est quand même super. Et maintenant, je peux dire que j'ai des amis, des vrais amis que j'ai ici, sur qui je peux compter. Et c'est super beau. J'ai visité là récemment une maison chez des amis qui ont acheté une maison. Et ils ont une petite maisonnette pour accueillir d'autres personnes, si besoin. Et comme Christian partait en voyage, quand je suis arrivée chez eux, ils m'ont regardé très sérieusement et ils m'ont dit « Tu peux venir quand tu veux, tu peux habiter chez nous, si tu te sens seule ou quoi que ce soit. » Bon, il se trouve que j'ai des invités, donc je vais pas me sentir très seule. Mais voilà, je me sens vraiment accompagnée, je me sens soutenue. J'ai des gens qui m'aiment et que j'aime. Et donc ça y est, on a tissé des relations et on se sent bien ici, c'est très agréable. J'aime aussi le fait d'avoir rencontré ma coach en vrai, Regan Hillier, qui a fait une retraite ici au mois de mai. Et donc, c'était super de pouvoir la voir en vrai, de pouvoir lui faire un câlin, lui parler. Elle m'a prêté ses chaussettes, elle m'a dit garde-les. Donc maintenant, j'ai les chaussettes de ma coach. Je vous raconte tout. C'était super. Et d'aller marcher sur son terrain qu'elle a acheté. Donc, ça fait un peu fangirl. Mais voilà, je suis un peu fan, disons-le. Je trouve que c'est une femme très inspirante, Regan. Et elle a osé créer des grandes choses. Et voilà. Et je trouve ça beau. En fait, je sens qu'elle me passe le relais et que ça me permet moi aussi de m'autoriser à la possibilité de créer aussi des grandes choses. Et je sens que ça fait son chemin en moi et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. J'ai de la gratitude pour elle et j'ai de la gratitude pour moi parce que c'est parce que j'ai fait ces choix-là
que c'est possible pour ma vie aussi. Et je sais pas jusqu'où ça va m'emmener, mais ça va être magnifique. Ensuite, une autre question. Ah oui, pour l'éducation, en fait, les écoles. Et en fait, je voudrais partager le fait que j'ai visité avec Julia pendant qu'elle était là une école du Nouveau Monde. Alors même si elle n'a pas l'appellation école, et tant mieux pour eux parce que du coup, ils n'ont pas besoin de vacciner les enfants et ils n'ont pas été soumis aux mêmes règles que les écoles ici au Costa Rica. Ça s'appelle Life Project et vous pouvez le trouver facilement, Life Project Orochal, Ojochal. Alors c'est difficile d'y rentrer parce qu'il y a une longue liste d'attente maintenant, mais c'est une école du Nouveau Monde dans le sens où c'est une éducation qui est complètement libre et qui repose sur le besoin de l'enfant. Et voilà, je vous invite à aller regarder leur site. Ils accueillent aussi des gens, des formateurs qui voudraient créer ce genre d'école dans leur pays, et donc vous pouvez apprendre auprès d'eux à créer les mêmes choses à votre façon dans votre pays, et j'ai trouvé que c'était génial. Donc il y a des potentiels ici de choses qui existent. Alors ça doit certainement exister dans d'autres endroits aussi, mais je pense qu'il y a pas mal de rebelles au Costa Rica qui ont osé créer des choses pour pouvoir, qui étaient un petit peu précurseurs en fait. Voilà. Et une autre question que j'ai reçue intéressante, c'était par où commencer quand on arrive. C'est-à-dire que certains d'entre vous, vous m'avez écouté parler de la Pura Vida et du Costa Rica. Vous vous êtes demandé comment on fait si on part en voyage au Costa Rica, où aller, quoi faire, etc. Moi, je pense que si je venais ici en vacances, je viendrais au moins 3 semaines, voire plus. Si vous pouvez être digital nomade, posez vos valises et profitez un peu vacances, un peu travail, bah faites-le parce que c'est quand même un long voyage. Et c'est aussi un pays dans lequel vous allez peut-être vouloir aller dans plusieurs régions. Et comme d'aller d'une région à l'autre, ça va peut-être vous prendre la journée. Bah, c'est bien si vous vous précipitez pas et si c'est pas trop fatigant pour vous. C'est pas très intéressant de rester à San José, la capitale, parce que c'est pas une belle capitale. Il y a pas grand chose à y faire à part des papiers, franchement, et des courses parce que bah, ils ont plus de magasins et donc vous pouvez acheter plus de choses que dans les petites villes comme là où j'habite. Vous pouvez aller au nord de San José et là il y a des volcans, il y a des sources chaudes et tout ça et apparemment c'est magnifique. J'y suis pas encore allée mais ça a l'air d'être extraordinaire. Vous pouvez aller quelques jours à The Retreat, la retraite, magnifique où j'ai vraiment l'impression que c'est un peu comme vivre au paradis ou vivre, je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais un peu comme en 5D ou 6D ou 7D ou 8D, mais dans une dimension plus évoluée en fait. Et ça donne vraiment cette sensation-là, en fait, qu'ils ont tiré le meilleur de ce qui est possible pour créer un espace qui est un petit peu plus avancé. Après, en termes de région, de ville, alors moi, je vous recommande Santa Teresa, où nous étions avec Christian. Et donc, c'était le premier endroit où on est resté pendant 4 mois. Et là, c'est une petite ville de surfeurs. C'est très agréable, vous pouvez tout faire à pied. Il y a des petits cafés, des petits restos qui sont très bons. La plage est magnifique, c'est facile à vivre en fait. Et là, je recommanderais plutôt d'y aller en basse saison. Donc, la haute saison, c'est novembre à février-mars. Et là, les prix sont doublés, il y a beaucoup plus de monde, il y a plus de poussière parce que c'est plus sec et il y a plus de bruit, bien évidemment. Mais si vous allez plutôt le reste de l'année, eh ben c'est beaucoup plus calme. Il pleut un peu, mais c'est aussi agréable, c'est rafraîchissant. Il y a moins de poussière parce que du coup la pluie fait retomber la poussière et c'est plutôt chouette. Sinon, Nosara, donc moi j'y suis pas encore allée, mais ça a l'air d'être un peu genre mini Tulum ou quelque chose comme ça. En fait, il y a beaucoup de spiritualité. En tout cas, spiritualité. Il y a beaucoup de trucs autour de la santé naturelle et de l'exploration de soi et de la guérison et tout ça. Donc vous allez trouver des centres de soins, des centres de yoga, il y a beaucoup de digital nomades, mais il y a aussi du surf. Donc c'est un petit mix en fait entre les deux. Donc ça a l'air d'être pas mal du tout, mais on n'est pas encore allé. C'est un petit peu loin de chez nous. Ensuite vous avez Manuel Antonio et Quepos qui sont juste à côté. Et donc là c'est intéressant d'y aller pour aller au parc national de Quepos, Manuel Antonio. Et voilà, c'est joli. Alors pareil, on l'a pas fait. Et Manuel Antonio, c'est plutôt sur une colline, et donc vous avez une super belle vue sur la mer. Et pour aller à la mer, il faut quand même prendre conscience qu'il faut descendre la colline et la remonter. Voilà, ça c'est le truc de Manuel Antonio à noter. Et ça a l'air d'être assez développé là-bas aussi. Et c'est pas très loin de la capitale.
Donc un point fort et avec l'un des plus beaux parcs nationaux du monde. Ensuite, vous avez Uvita, au Rothschild. C'est dans la région là où on habite nous. Et donc Uvita, c'est là où on a la whale tail, la queue de la baleine. Donc c'est à marée basse, vous pouvez marcher sur des bancs de sable qui font en fait la forme de la queue d'une baleine. Et la vie ici, elle est très calme. En fait, il y a beaucoup moins de tourisme, notamment parce que la grande route qui a été construite seulement il y a quelques années, elle permettait pas avant qu'il y ait plus de développement ici. Je pense que ça va beaucoup se développer dans les années qui viennent. Les prix sont assez chers d'ailleurs. Je pense que les investissements ici c'est des bons investissements à faire ici, je pense, parce que dans le futur, ça va beaucoup se développer. Et c'est tranquille en fait. La vie est tranquille, il n'y a pas trop de monde. Il y a quand même un petit peu tout ce dont on a besoin. Il y a des marchés, il y a une belle communauté consciente. C'est chouette, voilà. Mais par contre, vous pouvez pas faire les choses à pied. Donc c'est bien pour des couples, c'est bien si vous avez une voiture, mais si vous êtes célibataire, que vous voulez rencontrer du monde et tout, et que vous n'avez pas de voiture, c'est pas là que je choisirais. Ensuite, vous avez Puerto Viejo. Donc là, c'est de l'autre côté, c'est du côté plutôt atlantique. Et Puerto Viejo, c'est plus caribéen, c'est plus une communauté rasta avec beaucoup de musique, beaucoup de plats caribéens et tout. Et là, l'eau apparemment est transparente. Donc c'est très différent de la côte pacifique là où on est, parce qu'il y a beaucoup de vagues ici et les plages sont belles comme je disais dans l'épisode numéro 1, mais c'est différent en fait. De l'autre côté, vous êtes aux Caraïbes, quoi. L'eau est transparente, verte, bleue, et ça a l'air d'être magique. Et ça a l'air d'être la fête un peu tout le temps, mais fête façon Caraïbes, façon reggae, façon Accra de Morue, je pense, et Ponche. C'est un petit peu ça. Et pareil, on n'a pas été. Donc là, je vous raconte un truc, je vous vends du rêve, mais je suis pas encore allée. Mais on va le faire. Donc voilà, si vous voulez aller au Costa Rica, un petit peu les grandes lignes. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura donné envie de voyager ou de vous installer dans un endroit où votre cœur vous appelle vous aussi. Moi, à chaque fois que j'ai voyagé, je l'ai jamais regretté. Voilà, j'ai toujours rencontré des belles personnes, j'ai toujours été plus à ma rencontre, j'ai toujours kiffé et ça m'a toujours permis de me rapprocher de moi et de prendre conscience de certaines choses. Parfois on dit, je crois qu'il y a une citation qui dit j'ai voyagé partout dans le monde pour me trouver moi-même ou quelque chose comme ça, mais je me suis trouvée. C'est un peu ça. Je trouve que le voyage, ça permet de déconstruire des façons d'être en rencontrant d'autres façons d'être et ça permet de se rencontrer. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette vie-là que j'ai créée. Au plaisir de vous rencontrer peut-être si vous venez ici pour une retraite ou pour autre chose. Et je vous souhaite un très bel été. À bientôt! Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!